19h-20h, Cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de Cash sur table entre urgence écologique et justice sociale. Aujourd'hui, on se penche sur le sujet de la zone de basse émission. Où en est-on? Où va-t-on? Et surtout, comment concilier l'urgence écologique avec la justice sociale? Et pour nous en parler ce soir avec nous, Lucien Beckers, porte-parole de l'association Motodéfense. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Renaud Lehmans, coordinateur de campagne pour le collectif Les Chercheurs d'Air. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons en ligne, j'espère que ça fonctionne, avec Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. Bonsoir. Très bien, et merci pour la belle musique qu'on a entendue. Avec plaisir, restez avec nous et va nous rejoindre dans quelques minutes Calvin Soares, député bruxellois écolo et ancien président du Parlement francophone bruxellois. Alors on entame tout de suite notre discussion, si vous le voulez bien. Tout d'abord sur la qualité de l'air, santé publique ou mesures symboliques. Je m'adresse peut-être à vous, Renaud Lehmans. Selon vos relevés citoyens, notamment ce qu'on appelle les capteurs du réseau, est-ce que les chercheurs d'air constatent, disons, une réelle amélioration dans les zones concernées? Alors nous, on fait des mesures nous-mêmes, on n'a pas juste participé à un réseau de mesures. On a vu une amélioration, c'est une amélioration qui a été aussi observée par les autres réseaux de mesures, notamment de Bruxelles Environnement, une amélioration de moins 36% pour le dioxyde d'azote entre 2018 et 2023, et même moins 60% pour le black carbone. Pour rappel, le dioxyde d'azote, c'est un gaz irritant extrêmement nocif pour la santé, notamment pour les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées. Donc on a vu une amélioration. Elle reste insuffisante. On observe toujours que toutes les écoles à Bruxelles sont trop polluées, avec des taux parfois 2 à 3 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS, tout comme les centres de soins. Alors, Calvin Soares, député écolo et ancien président du Parlement francophone bruxellois, vient de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur Soares. Bonsoir. Eh bien, comme vous êtes là directement, je vous pose la question. La zone basse émission a été présentée comme un levier pour améliorer justement l'air qu'on respire. Peut-on déjà parler d'un impact qu'on peut mesurer sur la santé publique à Bruxelles ? Oui, il y a un impact clair qui a été d'ailleurs mesuré et qui a montré que depuis 2018, il y a eu une amélioration. On aimerait aller plus loin parce que c'est d'abord une mesure de santé publique. Ça vient d'être dit et la Cour constitutionnelle l'a dit. On a des problèmes de santé publique, notamment dans les quartiers populaires, en termes d'asthme chronique. D'ailleurs, les parties à la plainte auprès de la Cour constitutionnelle, parmi les parties à la plainte auprès de la Cour constitutionnelle, il y a un enfant qui est victime d'asthme chronique et d'allergie. Et il faut rappeler que ce sont les quartiers populaires, ce sont les classes moyennes, les classes populaires qui payent le lourd tribut en termes de santé publique, dans la mesure où il y a eu une étude des mutualités libres, commandée par les mutualités libres auprès d'universités comme l'Université libre de Bruxelles, la KUL, et qui montre très clairement, puisque les mutualités, vous savez, reçoivent les gens, montrent très clairement que ce sont dans ces quartiers et c'est dans ces classes sociales qu'on dépense le plus d'argent pour soigner les maladies qui sont liées à la mauvaise qualité de l'air. Et donc, c'est toutes ces raisons qui ont poussé à la décision de la Cour constitutionnelle, même si nous savons qu'il y a effectivement des difficultés sociales sur lesquelles nous reviendrons, j'en suis sûr. Alors justement, vous pouvez interagir à tout moment. Lucien Beckers, vous affirmez que cette zone de basse émission pénalise justement les ménages les plus fragiles, mais est-ce qu'on peut encore justifier la pollution urbaine au nom de l'accessibilité ? Mais tout d'abord, je dois dire en préambule que le retour en arrière suite à la décision de la Cour constitutionnelle est quand même quelque chose de très pénalisant pour un tas de gens, donc pour 29 000 personnes en tout cas qui ont une voiture soit Euro 5, soit Euro 2 pour les essences. De ça, on a vraiment l'air de ne pas s'en préoccuper. Donc c'est 29 000 familles, parce que c'est pas 29 000 personnes, c'est 29 000 familles qui sont impactées directement, plus évidemment tous les navetteurs. Donc on dépasse les 100 000 véhicules qui sont impactés par cette mesure. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne laisse pas beaucoup de possibilités aux gens de se retourner, donc sans parler des conséquences ou de l'amélioration de l'air, etc. On a dit qu'on donnait encore maintenant 6 mois pour que les gens soit
liquident leur voiture, soit en achètent une nouvelle, soit trouvent un autre moyen de déplacement. Alors, ces moyens de déplacement, on les met toujours en avant, mais l'exemple, moi j'ai mon bureau qui se trouve assez loin d'ici, à la frontière entre Uccle et Rode-Saint-Genèse. Pour venir ici, en transport en commun, je pense que je devrais partir 4 heures avant de l'heure fixée pour commencer cette émission. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, bien entendu. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on a tendance à complètement opacter, oublier, ne pas en tenir compte. Et c'est quand même quelque chose qui rentre dans la vie des familles d'une façon qui est quand même très violente. Donc en général, on veut bien faire des changements, améliorer la mobilité, trouver des solutions pour diminuer la pollution. Mais le problème, c'est que c'est toujours vis-à-vis des automobilistes, parce qu'il faut savoir quand même que la pollution la plus importante à Bruxelles, ce n'est pas les voitures, c'est les chauffages domestiques, et de loin. Les chauffages domestiques polluent et produisent des particules fines 2 fois plus que les automobiles. Et ça, évidemment, le problème, c'est que pour isoler les maisons, changer les systèmes de chauffage, l'État devrait intervenir, l'État, la région, les autorités devraient intervenir financièrement pour aider les gens, parce que c'est impossible pour la plupart des propriétaires de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Alors là, évidemment, il y a un grand point d'interrogation. On s'attache toujours aux automobilistes qui, eux, doivent payer et encore payer. Et là, je pense qu'il y a quand même une discrimination énorme par rapport à la Constitution belge qui dit que tous les Belges sont égaux devant la loi. Mais là, on constate que ce n'est pas le cas. Alors, une réaction rapidement, M. Suarez, avant de donner la parole à M. Lorenzo Stefani. Je pense que mon parti, au moment où on a décidé du report de ce jalon de la Lez, donc entre 2025 et 2027, le gouvernement qui l'a décidé, c'était un gouvernement sans les Verts, c'est-à-dire le Parti socialiste, le CDH. Cette mesure, on l'a soutenue. Et en fait, en réalité, l'écologie populaire que nous prônons est une écologie qui prône évidemment la lutte pour un environnement plus sain, une meilleure qualité de l'air, mais pas au détriment des plus fragiles socialement. Lorsque le débat a eu lieu, le premier débat, lorsqu'il y a eu, avant les élections communales, et c'est curieux, que le PS, le MR, les engagés côté francophone, aient décidé tout d'un coup, avant les élections communales, de déposer un texte qui reporte sine die ce jalon de la Lez. Pour nous, c'est une instrumentalisation électoraliste. Et qu'est-ce que nous avons proposé à la place? Nous leur avons dit, mais en fait, nous entendons ce que monsieur vient de dire sur les ménages les plus fragiles socialement. Donnons-nous 1 semaine, 2 semaines, discutons-en pour voir comment on apporte des solutions sociales plutôt que de reporter la Lez. Et nous les avions prévenus du fait que leur texte était fragile juridiquement. Je comprends que monsieur soit déboussolé et qu'ils ne comprennent pas qu'on revienne en arrière. C'est parce que ces partis ont fait du n'importe quoi juridiquement. On les avait prévenus que la Cour constitutionnelle allait censurer parce que ce qu'ils mettaient dans leur texte ne tenait pas. Ils ont tenu à aller jusqu'au bout et ils ont mis les gens dans une sorte d'insécurité. Ce que nous proposons, nous avons déposé une proposition de résolution justement, afin qu'on exempte un certain nombre de catégories. Notamment ceux qui bénéficient du statut BIM, donc de l'intervention majorée, les familles monoparentales, les familles nombreuses, mais surtout, par exemple, par rapport au transport public, que pour les familles les plus fragiles socialement, que l'on puisse leur attribuer des transports gratuits, la gratuité des transports en commun. On va assez loin pour trouver des solutions. Alors justement, monsieur... Qui va payer les transports gratuits? Monsieur Lorenzo Stefani de Touring, donc vous défendez, vous, une mobilité plutôt équilibrée. Est-ce que la Lez s'inscrit, selon vous, dans une logique d'équilibre et de justice, finalement? Je vais répondre tout de suite, mais d'abord, on ne peut plus parler, on ne peut plus avancer et revenir. Les gens qui vont devoir débourser des milliers d'euros, ce n'est pas possible.
tout ce temps perdu, ce manque de bon sens, ce calendrier date de 2018, avant la guerre, avant la crise énergétique. Et la Flandre a fait marche arrière, Berlin a fait marche arrière, plein de villes ont fait marche arrière. Et là maintenant, pour une question juridique, mais vous vous rendez compte que vos auditeurs, ils ne savent pas terminer leur fin de mois, ils ne savent pas circuler. On parle, M. Beckers a parlé d'autres sources polluantes, qui est une priorité. M. Marron, le ministre, il préside une commission depuis 2023. Eh bien, le PNEC, qui est ce plan qui est un baromètre européen qui impose à chaque pays d'arriver à des quotas, eh bien, on n'y arrive même pas. Ça, c'est la priorité. Parce que c'est grâce à ce PNEC, à ces quotas, qu'on va pouvoir avoir des financements de l'Europe, justement pour aider les gens à isoler leur maison. Parce que sachez que bien après ces voitures et ces problématiques de l'Est, va venir le problème des PEB. Et les maisons vont devoir être isolées. Et les mazoutes vont devoir passer au gaz ou à l'électricité. Mais ça, les gens, ils doivent le savoir maintenant. Alors, commencer à parler de calendrier, reporté ou pas reporté, c'est vis-à-vis du social et de l'économie de Bruxelles un scandale. Alors, vous m'avez posé une question. La LES part d'un objectif légitime. Ça, c'est l'avis de Turing. Améliorer la qualité de l'air. Mais on est tous d'accord. Mais telle qu'elle est mise en œuvre à Bruxelles, elle manque d'équilibre. C'est la question qu'on me pose et que vous posez à Turing. Elle pèse surtout sur une partie de la population, sans toujours garantir un effet proportionnel sur la santé publique. M. Beckers a parlé des autres sources de pollution qui sont beaucoup plus importantes. Turing défend une mobilité qui conjugue progrès environnemental, accessibilité et justice sociale. Et pas toutes les paroles qu'on entend des politiques qui se font dans la cour de récréation et ils s'envoient des boules puantes. Si une mesure n'apporte pas de résultats clairs et tangibles en matière de santé, mais qu'elle fragilise l'inclusion et la liberté de mouvement, alors elle devient déséquilibrée. Une réaction peut-être ? Ben oui, d'abord elle apporte des résultats, on vient d'en parler, c'est la mesure la plus importante et la plus efficace pour améliorer la qualité de l'air. Et j'aimerais bien revenir quand même sur le fait de... On ne peut pas parler de l'azote de basse émission sans parler des conséquences sur la santé. Ces conséquences sur la santé, c'est des morts, c'est des malades, des centaines de morts prématurés par an. Vous pouvez faire la différence entre quelqu'un qui a une crise d'asthme à cause du NOx des voitures ou du NOx des chauffages. Vous pouvez faire la différence. Il faut savoir qu'il y a 40%, plus de 40% des oxydes d'azote. C'est la blague. Mais non, ces chiffres-là sont scientifiques. Vous ne pouvez pas juste rejeter des chiffres juste parce que vous ne vous plaisez pas, monsieur. Monsieur Stéphanie, à l'instant, on vous donnera la parole juste après. Donc on a plus de 40% des oxydes d'azote qui viennent du trafic routier, et donc il faut absolument agir sur ce trafic routier, parce qu'il joue, et c'est la cause de centaines de morts prématurées par an. C'est 40%, vous pouvez me dire comment vous calculez ces 40%? À Bruxelles Environnement, et dans le rapport qui doit faire 200 pages qui existe de comment ça se fait. Mais on parle de Donnez-moi des preuves de ça. Très bien, donc je vous le dis, le rapport de Bruxelles Environnement qui met à jour tous les ans. Alors, j'aimerais bien aussi revenir sur le... Mais comment est-ce que Bruxelles Environnement calcule ça? Mais c'est ça que je vous demande. Mais écoutez, je ne suis pas scientifique, moi je me base sur des appuis scientifiques alors pour ne le sortez faire, pas des et pas juste sur un ressenti personnel. C'est la source principale de dioxyde d'azote, qui est un gaz extrêmement irritant, qui empire les crises d'asthme d'enfants et de personnes fragiles. Les malades chroniques souffrent de cette pollution au quotidien. Vous parlez de villes qui font marche arrière, je peux aussi vous parler de villes qui vont en avant. L'Ultra-Lez à Londres, Paris qui continue sur sa zone de basse émission. Londres fait marche arrière également, je vous signale. Bon, là, actuellement, ils ont une ultra-zone de basse émission qu'ils ont étendue encore en 2023 à toute tout Londres et pas juste le centre. Donc, vous me parlez de constitution et d'égalité des genres. Justement, on a été à la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle nous a dit les citoyens, les Bruxellois, ont droit à un environnement sain, ont un droit à la santé. Il est garanti. Le report de l'aise, il abîmait la santé des gens de manière non justifiée. Et donc là, on a la Cour constitutionnelle qui nous défend et qui explique que c'est important de défendre ses citoyens. On parle... Une réaction, M. Soares? Oui, tout d'abord, la Cour constitutionnelle, ce sont des juges et ils disent le droit. Et j'aimerais apporter un élément. Je ne vais pas rentrer dans la bataille de chiffres. Parce que nous sommes dans une époque où, disons, les scientifiques même sont contestés. C'est un peu... Donc, je ne vais pas rentrer dans la bataille de chiffres. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui sont réelles. Lorsque nous avons parlé des quartiers populaires, des classes moyennes et populaires, au début du débat, c'est-à-dire en septembre 2024, on nous a dit, mais d'où vous tenez ça? Et en fait, la preuve la plus manifeste, c'est que parmi les organisations qui sont allées auprès de la Cour constitutionnelle, on a quoi? On a la Fédération des maisons médicales.
c'est-à-dire les maisons médicales qui reçoivent les personnes les plus fragilisées socialement et qui dit cette mesure est bonne en réalité pour les personnes. Alors, est-ce que la Cour constitutionnelle dit que tout est parfait? Non, la Cour constitutionnelle dit on ne peut pas revenir en arrière, c'est un principe constitutionnel lorsqu'on a des mesures de santé et des mesures de qualité de l'air, des mesures environnementales. Maintenant, il ne peut pas y avoir de recul. Maintenant, au niveau social, il faut prendre des mesures ciblées. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, en réalité, il y a des gens qui sont en difficulté. Et l'ombudswoman, c'est-à-dire la médiatrice régionale, a fait toute une série de propositions que nous avons reprises dans notre résolution pour soutenir les ménages les plus précarisés. Et ça, c'est important. Et deuxième élément, est-ce que c'est seulement sur la mobilité qu'il faut agir? Non. Il y a toute une série de mesures. Aujourd'hui, en commission environnement, on a parlé des bâtiments. On a parlé de l'isolation des bâtiments. Et aujourd'hui, il y a des moyens qui sont mis. Effectivement, les chiffres, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a constaté par rapport à la politique qui a été mise en place en matière d'isolation des bâtiments? Et là aussi, nous devons faire des efforts en termes d'équilibre par rapport aux personnes qui sont socialement précarisées. C'est une diminution de 41% des gaz à effet de serre par rapport à l'isolation des bâtiments aujourd'hui. Et donc, cette politique paye. Maintenant, par rapport aux personnes qui souffrent, qui ont moins de moyens, il faudra mettre en place toute une série de politiques qui leur permettent d'isoler leurs bâtiments, leurs maisons, leurs appartements à moindre coût. On va faire une courte pause. Je vois que M. Beckers veut réagir. On va marquer quelques minutes de pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Jusqu'à 19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos invités pour cette deuxième partie de Cash sur table. Calvin Soares, député bruxellois écolo et ancien président du Parlement francophone bruxellois. Lucien Beckers, porte-parole de l'association Motodéfense. Avec nous également au téléphone, Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. Renaud Leemans, coordinateur de campagne pour le collectif Les Chercheurs d'Air. Vous voulez réagir tout à l'heure, Lucien Beckers? Oui, je voudrais un instant mettre les choses à plat. La lèse, c'est quoi? C'est empêcher des voitures d'une certaine catégorie, la catégorie européenne, qui catégorise les voitures depuis des années. Et ici, on va passer de l'Euro 4 à l'Euro 5. On va empêcher les Euro 5 de rentrer dans la lèse. Alors, les Euro 5, c'est quoi? Les Euro 5 sont des voitures qui sont déjà équipées de filtres à particules. Donc, on va empêcher ces voitures d'entrer dans la ville pour améliorer la qualité de l'air. Donc, c'est 29 000 voitures Euro 5 et essence Euro 2 qui ne vont plus pouvoir entrer dans la ville, alors qu'elles ont déjà des filtres à particules. Donc, quand vous faites le calcul, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais nous, on l'a fait, on arrive à une modification qui pourrait être entre 1 et 2% de la qualité de l'air en empêchant une centaine de milliers de voitures d'entrer dans la ville. Alors, est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps aussi revenir sur Terre et se dire, mon Dieu, laissons les voitures petit à petit disparaître, parce que les voitures ont bien sûr un temps de vie qui est limité, et donc, petit à petit, ces voitures vont disparaître, et les gens qui auront une voiture Euro 5 pourront avoir le temps de se retourner et de trouver d'autres solutions, de racheter une nouvelle voiture en espérant que les prix vont baisser, parce qu'actuellement les voitures sont tellement chères que les gens ne peuvent pas les acheter. Et que d'autre part, leurs voitures Euro 5, ils peuvent les mettre à la poubelle parce que personne ne va les acheter. Donc tout ça, on n'en tient pas compte. On s'en fiche complètement et on dit les enfants font des crises d'asthme à cause des voitures. Mais il faut quand même rester logique et scientifique. Mais vous sortez des chiffres qui viennent des universités ou qui viennent d'ailleurs, très bien, mais nous aussi on a des chiffres. Mais on ne les conteste pas. Nous, on ne conteste pas ces chiffres, mais on veut avoir la façon dont c'est calculé. Et ça, on ne sait jamais. Oui. Et je voulais ajouter, si je peux me permettre, Lorenzo Stefani. Personne ne critique l'aspect scientifique, personne ne critique l'aspect juridique, mais ce qu'on critique, c'est l'impact que ça peut avoir sur des gens qui sont, innocents, à qui on a dit, vous avez 2 ans, maintenant on revient en arrière, qui n'ont pas les moyens, et on ne sait même pas
combien de kilomètres ils font avec cette voiture, parce qu'il y en a beaucoup de ces 29 000 qui prennent les transports en commun. Il y a des personnes âgées qui font même pas 2000 kilomètres par an et qui ne vont pas acheter de nouvelles voitures, donc on leur enlève leur liberté. Et quand vous dites que vous allez donner des dérogations ou des aides fiscales, qui va les payer? C'est pas vous. D'où vient l'argent? Vous produisez rien, vous recevez l'argent du contribuable. Et donc ces personnes qui, elles, consomment dans les magasins, qui vont faire leur delaise, eh bien ces personnes, elles vont rester statiques. On enlève leur liberté. Alors, Tina et Joseph, qui ont 86 ans, vous pensez, après 2000 km par an qu'ils font, avec une excellente petite Polo, et qui a 150 000 km, vous pensez que ces gens, ou non, beaucoup moins, pardon, mais c'est le cas que nous on a eu, c'était une voiture plus vieille. Eh bien, vous pensez que ces gens, ils vont acheter une nouvelle voiture alors que peut-être l'année prochaine, ils ne sont même plus sur Terre? Alors, Lorenzo Stefani. Et vous n'allez pas les aider, c'est là. Oui. Vous n'allez pas les aider parce qu'ils n'ont pas de BMI. Lorenzo Stefani. Vous n'aidez les pensionnés. Une question, s'il vous plaît. Une aide sociale ou un BMI. Alors. Donc, et qui va payer tout ça? Mais vous vous rendez compte, tout cet administratif, alors qu'il y a plein d'autres priorités qui sont mises, Oui. qui ne tournent pas, on n'a pas de gouvernement, et vous vous acharnez sur ces petites heures ou 5. M. Beckers vient de vous dire la différence que ça pourrait éventuellement faire si ces gens font beaucoup de kilomètres pour un impact si grave au niveau social et économique. D'une manière plus générale, Lorenzo Stefani, Stefani, d'une manière plus générale, à Turing, vous défendez la liberté de mouvement. Est-ce que la lèse, d'après vous, constitue une entrave injustifiée justement à cette liberté? C'est la liberté, selon Turing, c'est le libre choix de transport. Mais le problème, c'est que malheureusement, les alternatives ne sont pas au rendez-vous. La liberté de mouvement est un droit fondamental, c'est démocratique, enfin on connaît toutes ces chansons, mais elle doit s'exercer dans un cadre durable. Le problème, c'est que Bruxelles a mis en place une interdiction sans offrir partout, je dis bien partout, et pour les natteurs aussi, des alternatives crédibles. Par exemple, l'électrification. Mais il y a des gens qui ne savent pas acheter une nouvelle voiture électrique. On a proposé, comme en France, pourquoi est-ce qu'en France, ils reviennent, après 2024, où ils ont eu 50 000 dossiers, ils reviennent maintenant avec le leasing social? Pourquoi on ne propose pas le leasing social? Il y a plein de possibilités. Tous les jours, je reçois un Belga, un news qui dit Otigny, pas de train. Ce matin, c'était Bruges-Ostende, pas de train. Il y a tous les jours un problème. On est d'accord, c'est une fois un câble volé, une fois une personne sur la voie, il y a chaque fois un problème. Mais on est loin de la source que M. Truc veut amener ici. Et donc oui, le problème à Bruxelles, et pour certains habitants ou nafteurs, la voiture reste indispensable. Si on réduit cette liberté sans offrir des options viables, transport public, fréquence, abordable, fiable, alors oui, la mesure devient une entrave injustifiée. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à faire le métro? Tout simplement parce que c'est dans le sous-sol et que ça pourrait apporter tellement de facilité. Mais il y a les frontières régionales et il y a tous ces problèmes qu'on connaît. Alors, et ce n'est pas que la laisse au niveau. Réaction à présent de Renaud Lehmann et de Calvin Soares. Je commence avec vous, Renaud. Oui, tout à fait. On est conscient qu'il y a évidemment des gens qui se privent de biens essentiels pour avoir une voiture. C'est de là d'où vient le chiffre de 29 000 ménages. Ça représente 5% des ménages à Bruxelles, donc ça reste une toute petite minorité qu'il faut cependant pouvoir aider dans ce moment-là, avec des aides ambitieuses, mais tout en pensant à l'intérêt général et à la santé publique ici. Lutter contre la pollution, c'est pouvoir aider justement les quartiers les plus populaires, les plus précaires, qui souffrent de la pollution. C'est eux qui ont moins accès aux espaces verts, c'est eux qui ont moins accès à la santé, qui ont moins accès à la médecine préventive. C'est pour ça que lutter contre la pollution, c'est extrêmement important pour les aider. Alors il faut pouvoir accompagner les personnes qui n'ont pas la possibilité de changer de voiture. Il y a d'abord les personnes qui vont peut-être pouvoir changer de mode de transport, qui ont une voiture mais qui pourraient envisager d'autres moyens de transport. On parle là de transport en commun, de vélo à la marche. Ce qui est déjà le choix, on le rappelle, de 70%, demandez aux gens de 80 ans des de faire déplacements. du vélo, S'il vous plaît. Près de 7 déplacements sur 10 des Bruxellois se font en transport en commun, à pied ou à vélo. L'espace public est extrêmement mal réparti pour ça. Les sites propres des trams et des bus, c'est 2,6% d'espace public. Pour transporter tous les ans 260 millions de voyageurs qui se retrouvent coincés, freinés tous les jours dans les embouteillages derrière des voitures. Donc si on veut les rendre plus efficaces et permettre aux gens de se déplacer autrement,
il faut le faire. Et il y a des gens qui n'auront pas le choix, qui auront besoin d'une voiture, et ces gens-là sont très heureux de voir moins de voitures dans Bruxelles. Pour avancer un petit peu dans le débat, Calvin Soares, en Flandre, la lèse est assouplie, en Wallonie, elle tarde, Bruxelles reste plus ou moins stricte. Pensez-vous que cette incohérence régionale mine un petit peu la crédibilité du dispositif finalement? Alors c'est une question qui revient régulièrement, et en réalité, on part de mesures qui se trouvent en Wallonie et à Bruxelles. Il y a des mesures qui sont prises dans les grandes villes en Wallonie, là-dessus, parce que le territoire wallon n'est pas semblable au territoire bruxellois. Sur le territoire bruxellois, on a beaucoup plus de congestion, donc il y a beaucoup plus de pollution, évidemment, que dans des campagnes en Wallonie. Et donc, des mesures sont prises dans les grandes villes, comme à Liège, et à Bruxelles, il faut des mesures et c'est ce que la Cour constitutionnelle dit, il faut des mesures en matière de santé publique et en matière de qualité de l'air. Vous savez, moi, je pense effectivement je dirais pas des automobilistes, parce qu'on a des automobilistes qui prennent les transports en commun, qui roulent à vélo, etc. Effectivement. Mais moi, je pense à ces personnes également par rapport à l'insécurité juridique et politique dans laquelle on les a mis. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des mesures qui ont été prises d'accompagnement social. Ces mesures, et je l'ai dit dans mon propre parti, ces mesures n'étaient pas suffisantes. Ces mesures n'étaient pas suffisantes, il faut le reconnaître. Elles n'étaient pas suffisantes. Et donc, il fallait prendre d'autres mesures. Et en étant conscient de ça, on était après les élections fédérales et régionales de 2024. Parce que lorsque vous menez une politique, que dans cette politique, il y a des aspects positifs et qu'il y a aussi parfois des aspects sur lesquels vous n'avez pas été assez suffisant. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une évaluation et vous vous dites comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. C'est dans cette perspective constructive. Et d'ailleurs, à l'époque, nous n'avions pas fait de sortie, que nous avons proposé au PS, au MR et aux engagés de pouvoir discuter, de pouvoir avoir, y compris des auditions avec tous les acteurs, pour arriver à une solution. Je le dis pour l'avenir. Il faudrait qu'à l'avenir, ces partis ne commettent pas la même erreur. Et qu'on puisse effectivement aller de l'avant maintenant que la Cour constitutionnelle a pris cette décision. Parce que la Cour constitutionnelle a pris une décision et il faut la respecter. Maintenant, il faut prendre des mesures sociales. Oui. Il faut effectivement aider beaucoup plus les gens. Oui, ça vous concrètement, je l'ai dit, mais il faut insister là-dessus parce qu'on ne reviendra pas en arrière par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. Mais bon, en matière de santé, en matière de qualité de l'air. Je me tourne vers vous, Lucien Meckers. Vous défendez, on le sait, le droit à la voiture pour tous. Est-ce que vous pouvez imaginer une transition qui ne laisse finalement personne de côté? Est-ce que c'est réalisable? Mais oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, si on laissait la mort des voitures se faire normalement et sans imposer des choses ridicules, parce que cette imposition aux Euro 5, franchement, est ridicule. Ça impacte énormément de gens pour un résultat qui sera... 5% des ménages, pas énormément de gens. Mais si, oui, mais vous oubliez tous ceux qui avant. Tous ceux qui avant, les Euro 1, 2, 3, 4, ils ont aussi été impactés. Hein? Je vous donne l'exemple de ma belle-fille qui avait une petite voiture... écologiquement. Pardon? Tous des véhicules qui n'étaient pas amortis écologiquement. Mais oui, il y a une obsolescence. Et là, on met à la casse des véhicules qui ont 10 ans d'âge seulement. Voilà, il y a une obsolescence des voitures qui se fait naturellement, parce que les voitures ont un temps de vie qui est limité. Et donc, on aurait pu très bien laisser, après Euro 4, admettons que les voitures les plus anciennes polluaient beaucoup et que donc c'est bien qu'on les ait éliminées du centre-ville. Mais maintenant, on arrive dans des catégories de voitures qui n'émettent extrêmement peu de pollution. Mais si, il ne faut pas faire non, c'est comme ça. Ça, c'est scientifique. On a les chiffres, si vous voulez, on peut vous les donner. Lucien Meckers, certains vous reprochent de défendre, entre guillemets, les vieux moteurs, coûte que coûte. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous serez prêt à accepter une ligne rouge à pas franchir? Je ne défends pas les vieux moteurs. D'ailleurs, les constructeurs automobiles ont fait des progrès énormes depuis des années. Et ce n'est pas depuis 2018 que la pollution diminue. C'est depuis bien avant. Depuis 2012, déjà, on a constaté que la pollution diminuait dans les villes. Donc, c'est pas... Évidemment, maintenant, c'est bien parce qu'on profite de dire que c'est la lèse qui a fait les progrès, mais ces progrès sont très anciens, puisque les moteurs ont évolué, les voitures ont évolué, et elles polluent beaucoup moins, elles consomment beaucoup moins, parce que la pollution vient de la consommation. Au moins la voiture consomme, au moins elle pollue.
Donc, les voitures, depuis 10 ou 15 ans, ont divisé à peu près leur consommation par 2. Donc, c'est tous ces éléments-là dont on ne veut jamais parler, dont on ne veut jamais tenir compte. C'est toujours la santé, la santé, la santé. Bien sûr, comme le dit Lorenzo, on est tous conscientisés par la santé, c'est évident. Et on espère que tous les gens vont se porter bien. Mais ils ne se portent pas bien. Mais c'est des centaines de morts prématurés par an. Ils ne se portent pas bien. Allez. Vous l'espérez tant que vous voulez. Tout est la faute de la pollution, d'après vous. Donc, les cris... Ben si, parce que c'est ce que vous dites. Alors, les gens ne vont pas bien. Les gens ne vont pas bien. On a quelques minutes. Qui ne va pas bien? Les asthmatiques, les malades chroniques. Les asthmatiques. Alors, les asthmatiques ne sont pas uniquement asthmatiques à cause de la pollution. On peut être asthmatique... C'est plus ou moins ce qui ressort de vos chiffres. Les enfants qui ont un système respiratoire qui se développe mal à cause de la pollution, des infections respiratoires. Il faut rester pragmatique. Mais je reste scientifique. Eh bien oui, mais scientifiquement, vous ne pouvez pas nier que les voitures, depuis 15 ou 20 ans, ont fait des progrès énormes et que donc elles polluent beaucoup moins qu'avant parce qu'elles consomment beaucoup moins qu'avant. Il ne faut aussi pas oublier qu'à un certain moment, l'État a dit à tout le monde, il faut acheter du diesel, il faut acheter des voitures diesel. Tout le monde a acheté des voitures diesel et puis tout d'un coup, on a dit « Ah, mais attendez, là, ça ne va pas du tout, on va vous taxer à mort et il faut éliminer les voitures diesel. » Il faut quand même rester un peu logique de temps en temps avec la... Oui, largement. Mais surtout quand on parle d'insécurité juridique, mais quel impact cette insécurité juridique que vous soulevez, qui était juste par rapport à un article, mais vous vous rendez compte de l'insécurité sociale dans laquelle vous mettez les gens. Est-ce que vous voyez un peu ceux qui avaient voté ce report? Est-ce que vous savez qui avait voté ce report? Ce sont ceux qui ont été élus. Ceux qui ont été élus c'est ce qu'on appelle la démocratie. Qui ne parviennent pas à faire un nouveau gouvernement. Ils ont été élus parce que les gens voulaient plus de cohérence et dans la mobilité et dans l'environnemental. Et ici, vous venez avec une insécurité juridique, mais ça fait mal à beaucoup de monde. Et ce n'est pas normal que maintenant, et on le voit, hein, désolé, mais le parti écolo pour le moment, c'est dommage. Mais quand on voit un Nicolas Lemoine qui s'en va, une Marie Thibault, directeur de la vous allez faire le procès des écolos. Je suis désolé, mais vous faites le procès des autres partis. Je n'ai entendu non, je n'ai pas évoqué la gouvernance interne des autres partis. Je suis désolé. C'est la démocratie, on l'accepte. Je dis juste une chose. C'est pas nous qui avons saisi la Cour constitutionnelle. Hein. Mais nous, non, il faut qu'à un moment donné, on puisse situer les responsabilités. Que vous ne soyez pas d'accord avec l'écolo, c'est une chose. Mais gouverner, c'est prévoir. Vous avez élu des gens qui doivent prendre des mesures. Pourquoi vous me dites ça? Non, mais vous venez de dire que... Mais c'est-à-dire, vous avez élu... Quand on élit des gens, c'est que ces gens doivent être responsables dans leur réflexion et prendre des mesures qui ne créent pas de l'insécurité. Et donc, ici, ces gens, nous leur avons dit, ce que vous faites va mettre des gens dans l'insécurité. Et ils ne nous ont pas écoutés. Calvin Soares, on va marquer, Monsieur Beckers, on va marquer une courte pause de quelques minutes et on se retrouve juste après pour reprendre ce débat plutôt passionné. À tout de suite. Joël. Et on retrouve donc nos invités pour la troisième et dernière partie de Casse sur table. Et je me tourne vers vous, Renaud Lemans. Vous êtes en contact, disons, direct avec les citoyens et les citoyennes. Est-ce que la colère des plus précaires face à la lèse vous semble quelque part légitime? Mais on l'entend, elle est tout à fait légitime, mais on sait que cette colère, elle est aussi axée sur le manque d'accompagnement, déjà la confusion qu'il y a eu, le manque d'accompagnement, le manque de communication, le manque d'alternative qui existe de la part de ces citoyens, et donc elle est tout à fait légitime. C'est pour ça que maintenant, il faut absolument réfléchir à qu'est-ce qu'on fait par la suite pour aider ces citoyens à évoluer dans ce nouveau jalon de la zone de basse émission. Le but, c'est pas de laisser les gens sur le carreau. Il faut savoir que ce sera beaucoup moins coûteux d'accompagner ces gens-là avec des aides que de payer le coût de la pollution. On n'arrête pas de parler de coûts par-ci par-là. Le coût de la pollution par an à Bruxelles, c'est gigantesque sur les soins de santé, sur les jours de travail perdus. Voilà, il faut bien remettre tout ça en question. Donc il faut écouter cette colère et accompagner ces gens, réfléchir à une manière plus large de repenser la ville, l'espace public et les alternatives qui existent. Alors tout de même, Calvin Soares, les aides publiques à la conversion sont jugées insuffisantes. Est-ce qu'on peut sérieusement changer de voiture, même d'occasion, avec de telles aides? Alors il faut, c'est-à-dire lorsque on gouverne, il faut se remettre en cause.
je crois que quand on n'a pas cet esprit, on ne peut pas gouverner. Nous avons effectivement fait une évaluation des mesures d'accompagnement et nous les avons trouvées insuffisantes. C'est pour cela que nous avons introduit une proposition de résolution en nous basant sur ce que les associations disent, mais aussi sur ce que la médiatrice régionale dit au niveau fiscal pour que des mesures d'accompagnement social soient prises. Il faut d'abord de l'information et de la communication. C'est vrai que la communication telle qu'elle a été mise en place, je prends un exemple. Lorsque vous allez faire votre contrôle technique, c'était marqué. Mais les gens ne regardent pas forcément. Et donc, il est tout à fait logique que l'on informe beaucoup mieux. Deuxièmement, il y a toute une série de catégories de population, j'en ai déjà parlé, qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Je prends un exemple. Pour moi, l'écologie populaire, c'est l'enfant dont on a parlé qui souffre d'asthme chronique, mais c'est aussi la maman solo qui a 4 enfants et qui n'a pas d'autre alternative que de prendre sa voiture. Et ça, je pense que nous avons, dans cette résolution, réfléchi à ces différentes catégories de population qu'on doit exempter, qu'on doit soutenir au niveau des transports publics, la gratuité, pas le ou la chef de ménage, mais pour tout le ménage, ce qui est considérable. Et ensuite, qu'on puisse aussi, au niveau, il y a toute une série de points qui sont des points d'inéquité dans ce que nous avons mis en place, que nous devons corriger. Par exemple, la majoration automatique de l'amende, c'est seulement dans cette politique qu'on la trouve. Et la médiatrice régionale a dit ça ne va pas. Il faut changer ça. Donc, cette majoration automatique de 20% lorsque vous ne payez pas l'amende, nous proposons aussi qu'il y ait ce que nous appelons un droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'il y ait un avertissement, qu'on ne passe pas directement à l'amende. Ce sont des choses qui se trouvent aussi dans les propositions de la médiatrice. Nous pensons qu'il faut faciliter l'autopartage, qu'il faut faciliter les transports publics, qu'il faut faciliter l'accessibilité à toute une série de choses, notamment liées à la mobilité douce, etc. Les vélos sont trop chers. Les études l'ont encore montré récemment. Ce sont les personnes les plus favorisées qui roulent en vélo électrique. Et ça ne va pas. L'écologie populaire, c'est permettre aux gens qui sont défavorisés de pouvoir aussi avoir accès à toute une série d'outils de mobilité douce. Et ça aussi, c'est un travail que nous avons commencé en interne, mais aussi au Parlement. Et c'est ça l'écologie populaire. C'est vers ça que nous voulons absolument aller. Lucien Beckers. Oui, c'est bien. Monsieur est très social et veut aider les gens. J'apprécie. Toutefois, vous avez déjà oublié une catégorie, c'est les personnes âgées. Là, vous n'en parlez jamais. C'est une vraie catastrophe pour eux parce qu'ils ont des petites voitures qui sont un peu anciennes et qui, comme l'a dit Lorenzo, ne peuvent plus se déplacer. Ils sont privés de leurs moyens de mobilité. C'est très grave. Et ça, on n'en parle pas. D'autre part, je vous signale quand même que la région bruxelloise est en faillite et que les moyens que vous voulez très généreusement mettre à disposition de tout le monde, ils n'existent pas. Il n'y a pas ces moyens. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Alors, c'est bien d'avoir des belles idées. Moi, je vous le dis encore une fois, j'apprécie vos idées, mais vous ne pourrez jamais les mettre en œuvre. Quand vous voyez que, par exemple, la prime bruxellaire, vous connaissez, hein, la prime bruxellaire qui fait remplacer une voiture par un abonnement à la STIB ou une autre mesure. L'année passée, il y a eu 1300, je crois, quelque chose comme ça, 1300 bruxellaires qui ont été mis en œuvre. 1300. 1300 sur combien on est à Bruxelles, 1 200 000 habitants, c'est négligeable. Ce n'est pas suffisant. Oui, c'est pas que c'est pas suffisant, parce que si les gens avaient demandé, ils en auraient eu plus. Mais c'est pas ça le problème. C'est le problème que ça ne convient pas aux gens. C'est pas quelque chose qui est bien étudié et qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des mesures qui ne fonctionnent pas, qui sont mises en œuvre. Et d'autre part, il y a des mesures que vous souhaitez mettre en œuvre, mais sans avoir l'argent pour le faire. Il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. Quand je vois Mme Van den Brandt qui continue, alors qu'elle est en affaires courantes, à lancer des grands chantiers à Bruxelles sans qu'on ait le moindre copec pour les payer, je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Lucien Beckers, vous avez évoqué aussi un apartheid social créé par la LES. Ce n'est pas un terme un petit peu excessif dans ce contexte compliqué pour tout le monde ? Bon, écoutez, oui, c'est peut-être un peu excessif, en effet. Je suis pas là pour parler d'apartheid, mais en tout cas, ce que je dis, c'est que
les Belges ne sont pas tous égaux devant la loi. Quand monsieur dit c'est pas beaucoup 29 000 ménages, c'est que 5% de la population. C'est une petite minorité qu'il faut pouvoir prendre. C'est une minorité. Alors les minorités, on les balaye d'un geste de la main. La santé publique. Non, enfin, vous dites que vous avez dit que 5%, c'était pas grand-chose. C'est une petite minorité. C'est une petite minorité. Eh bien, et aller écouter, identifier, aller voir. Vous n'êtes pas dans la petite minorité peut-être parce que bon. J'ai pas de voiture. Ben voilà. Alors, monsieur Calvin Vous Soares. n'avez pas de voiture parce que vous êtes jeune et que vous pouvez vous déplacer à vélo et tout ça. Mais les gens plus âgés, comment ils font? Les gens, comme a dit monsieur, les vélos électriques coûtent cher. Donc, les gens qui ont des petits moyens et qui sont âgés, eh ben, on les prive de vélos électriques aussi. Donc, on les prive de tout, en fait. Et ça, personne ne s'en occupe. Je crois que... alors, c'est vrai, c'est une minorité. Néanmoins, je pense qu'il faut effectivement, comme M. Leemans le dit, avoir un focus parce que pour moi, l'équité est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes moyens et donc il faut aider les gens en fonction, il faut moduler en fait les aides que l'on fait aux gens ou en tout cas le soutien que l'on apporte aux gens en fonction des revenus sociaux. Et vous parliez d'argent, c'est important. Pourquoi? Parce que la politique, c'est une question de choix. La manière dont on investit l'argent. Alors, peut-être que vous n'allez pas, peut-être que vous allez être d'accord ou pas d'accord, je vais bien voir. Parce que lorsqu'on est politique, on doit réfléchir à où est-ce qu'on va chercher l'argent pour financer. Nous avons fait un choix qui, pour moi, était un choix négatif. Le métro. Pas négatif en termes de solution de mobilité, mais en termes de timing. Lorsqu'on prend la décision de mettre en place une politique, on se demande si on a les moyens. Et est-ce que cette politique qu'on met en œuvre va apporter des solutions à court terme, à moyen terme ou à long terme? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact immédiat? Pour nous, concrètement, il fallait ne pas dépenser autant d'argent. Et toutes les études à l'époque, je me souviens qu'on critiquait beaucoup les scientifiques qui disaient attention au palais du Midi, attention à tout ce qui va se passer lorsque vous allez creuser, parce que là, vous êtes dans le lit de la Seine. Faites attention, les études le montraient. Eh bien, on l'a quand même fait. Et ce sont des milliards. Et encore, si on continue, on va mettre des milliards dans le métro et on n'est même pas sûr d'aller jusqu'au bout. Vous avez raison. Cet argent, arrêtons de le gaspiller. C'est une incompétence politique. Arrêtons de le gaspiller. Total. Et quand on se rend compte que on a fait, et certains partis ont soutenu mordicus ce projet, nous disons, il ne faut pas l'arrêter définitivement. Essayons de voir comment on le garde de côté. Et essayons de voir le reste de l'argent, comment on l'investit autrement dans la mobilité pour soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est un exemple, on peut en prendre d'autres. Pour moi, les grands projets, les énormes projets, il faut checker, il faut véritablement faire un checking pour voir est-ce que c'est utile à court terme. Et est-ce qu'on ne peut pas, en période de crise socio-économique, faire des choix justifiés et orienter l'argent là où on en a le plus besoin. Alors vous avez dit que vous habitiez... J'habite au bord de l'avenue Charles-Quint. Voilà, l'avenue Charles-Quint qui maintenant est sous... Enfin, il y a un permis d'urbanisme qui a été délivré par Urban Bruxelles et qui est déjà contesté par le bourgmestre de Berchem. Oui. Donc on lance des trucs. C'est pas plus simple d'aller consulter le bourgmestre de Berchem et les gens pour dire, écoutez, voilà, on va réfléchir bon, là, à ce on va rentrer dans un autre dossier. Mais vous parlez, non, on rentre dans le même dossier, puisque l'argent là va être Je peux en parler tout à fait à l'aise. J'habite depuis 9 ans. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez de déplacer l'argent d'un côté, donc du métro, d'autres solutions de mobilité. Eh bien, peut-être que l'argent de l'avenue Charles-Quint, on peut aussi l'utiliser à d'autres choses. Voilà, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Je voudrais quand même poser une question à Lorenzo Stefani. La voiture est pour certains un outil d'inclusion sociale. Comment on peut concilier tout cela avec l'impératif climatique? On a 2 petites minutes, si vous voulez bien. C'est toute la difficulté. La voiture, oui, c'est un bien, c'est plus qu'un objet. Pour beaucoup, elle est une condition pour accéder à un emploi, à des soins, à une vie sociale. On a parlé des défavorisés de 29 000, mais qu'est-ce qu'on fait de ces PME avec des électriciens, des plombiers, des chauffagistes qui ne vont plus pouvoir rentrer dans Bruxelles ou qui doivent alors acheter un nouveau véhicule, mais ce n'est pas du tout prévu dans leur plan. L'impératif climatique exige une réduction des émissions, mais cela doit se faire par la transition, pas par l'exclusion. Les aides actuelles sont insuffisantes pour concilier les deux.
il faut des soutiens en plus. Mais il faut qu'il soit ciblé, une fiscalité adaptée et surtout un calendrier réaliste. Et certainement pas, monsieur parlait de trouver de l'argent, de faire des bons investissements. Parce que faire un retour en arrière comme un yo-yo, alors que ça a été voté 2 ans, et puis revenir 1 an en arrière, ça c'est bien dépenser l'argent. Bravo. La mobilité durable ne peut pas se construire sur le dos des plus fragiles. Alors, il reste encore 2 petites minutes. Un tour de table, rapidement. Une question ouverte à tout le monde, en une phrase. Comment voyez-vous, disons, un petit peu l'avenir souhaitable de la LES à Bruxelles ? Alors, un calendrier clair, fixé, comme il est maintenant, qui permet de protéger les Bruxellois les plus fragiles avec des accompagnements ciblés pour les personnes qui en ont besoin. Personnes précaires, PME, employés, ouvriers. Personnes âgées. Personnes âgées aussi. Lucien Il y en a Beckers, beaucoup. vous Ça, avez c'est pas une minorité. votre avis ? Moi, mon avis, c'est que la LES doit tout simplement arrêter. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé à Euro 5, puisqu'on ne pourra en principe pas faire marche arrière, vu la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, on arrête à Euro 5, c'est fini. Et on a un calendrier pour les personnes qui sont impactées maintenant et qui ont été baladées 1 an, 2 mois, 6 mois, et puis ils ne savent plus quoi. Il faut trouver une solution pour ces gens. Je suis désolé. Et une harmonisation. Et une harmonisation des mesures. Mais je ne peux pas rouler à Bruxelles. Voilà. Calvin Soares, rapidement, en 1 minute. Les mesures que nous proposons au niveau social sont extrêmement importantes dans la suite de ce qui va se passer, dans l'accompagnement. Parce que je suis d'accord sur le fait qu'il faut que les gens comprennent, lorsque nous mettons en place des politiques, que les gens comprennent, qu'ils comprennent pourquoi nous prenons cette décision et qu'ils y adhèrent dans la mesure du possible. Je crois que c'est pour cela que c'est important qu'il faut de mettre en place toute une série de mesures. Mais la pollution est un poison antisocial. C'est un poison antisocial parce que lorsque vous allez à la pharmacie, vous ne décomptez pas forcément l'argent que vous dépensez. Et donc, au jour le jour, dans les quartiers populaires, on dépense énormément d'argent pour la santé. Je terminerai en disant qu'en politique, il faut être honnête. Vous pouvez perdre les élections, mais il faut être honnête et dire la vérité aux gens. Lorsque vous savez qu'il y a des risques, il faut le dire aux gens avant de prendre des mesures. Et il faut dire que si on reporte ce jalon de la LES, c'est pour cela qu'il faut des mesures sociales. Si on reporte ce jalon de la LES, on va se retrouver presque en 2028, on va se retrouver avec plus de 100 000 véhicules. Vous pensez à quel est le parti en 2028, à 1 an des élections, qui va oser exclure 100 000 véhicules? La question est là. Donc, il faut être honnête avec les gens et dire la vérité. Et moi, je pense qu'en alliant les mesures sociales pour toutes les catégories, et on peut discuter, avec le maintien de mesures pour la santé publique et pour la qualité de l'air, on peut tenir un bon calendrier. Rapidement, Lorenzo Stefani, en 30 secondes, s'il vous plaît. Une mise à jour du calendrier, et ça c'est Touring, et de Touring j'ai tout dit, mais en tant que citoyen, et je m'exprime en tant que Lorenzo Stefani, citoyen qui paye des impôts chaque année, j'aurais aimé que les autorités fassent avec cet argent autre chose que tout ce qui a été dit par les écolos ou ce qui a été dit ce soir. Voilà. Un peu plus de bon sens et une gestion en bon père de famille. Voilà, Lorenzo Stefani de Touring Club qui était en ligne avec nous, Calvin Soares, député bruxellois écolo et ancien président du Parlement francophone bruxellois, Lucien Beckers, porte-parole de l'association Motodéfense, et avec nous aussi Renaud Lehmans, coordinateur de campagne pour le collectif Les Chercheurs d'Air. Merci en tout cas pour ce débat assez intense, parfois tendu, mais bien sûr éclairant, plus qu'un symbole de transition chez nous qu'on doit mener bien sûr collectivement entre ambition climatique et justice sociale. C'était tout le but. Merci messieurs, c'est la fin de Cas sur table. Bonne soirée Sud sur Arabelle. Merci.